Bienvenue à ES Ça roule, notre tournée des entreprises d'économie sociale dans les Basses-Laurentides. Alexandre, aujourd'hui, tu voulais déboulonner un mythe. Oui, on pense souvent que les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui font de l'insertion sociale. C'est pas nécessairement le cas. Donc, certaines en font, d'autres non. Mais cette fois-ci, on plonge direct dedans. Merveilleux. Alors, on va aller rencontrer les équipes d'Atelier Eclipse, mais tout d'abord, nous voici chez Palette FGL. Vous êtes directeur général ici chez Palette FGL. Qu'est-ce qui vous a attiré? À un moment, on a demandé à un expert pour regarder un regard extérieur sur l'entreprise qui avait des difficultés. Puis moi, je me suis proposé. J'ai travaillé 25 ans dans la production, donc je connais bien le milieu. Je connais un peu aussi l'économie sociale. Et puis, à ce moment-là, je suis venu faire une expertise. Le CA a aimé ce que je leur ai apporté. Et puis ensuite, quand la place s'est libérée, comme 3 mois plus tard, j'ai passé une entrevue avec eux. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire ici. J'ai dit que je voulais donner des sourires aux gens. Ah oui? C'était ça, Ah, ma vision d'entreprise. Et bien, évidemment, j'avais une idée de ce qu'il fallait faire, parce qu'à l'époque, on se demandait même, est-ce qu'on continue la production de palettes, est-ce qu'on fait autre chose complètement? Donc moi, je leur ai demandé, comme 6 mois avant, comme expertise, de regarder vraiment de l'intérieur, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour corriger. Ben oui, parce qu'ici, donc vous dites, vous venez du monde de la production, mais Palette FGL, vous ne faites pas que de la production. Non. La Palette FGL est divisée en 2 volets, c'est-à-dire l'insertion sociale, donc aider des gens à retrouver le marché du travail. Puis deuxièmement, Palette FGL, il y a des vrais clients, avec des vraies productions, avec des échéanciers à respecter. Donc, ce volet-là, moi, il convenait très bien à jumeler les deux. Maintenant, comment on pouvait le faire? Je te dirais que je suis arrivé avec des bottes de construction. Je me suis aperçu que c'était un scaphandre que j'avais parce qu'il y avait des distances énormes entre les deux. Ouais. Et puis, ça a été mon travail d'amalgamer les deux ensemble. Puis, comment est-ce que vous faites justement pour rejoindre cette clientèle-là, des gens qui ont besoin de palettes? C'est quand même assez niché. C'est assez niché, mais moi, à un moment, on avait fait une étude de projet en me disant, c'est quoi le marché, qu'est-ce qu'on est capable de faire là-dedans? Puis moi, je me suis tout de suite vite aperçu qu'il fallait pas rentrer dans la compétition de palettes, il fallait rentrer dans un créneau qui était très différent, avec des petites quantités. Pour moi, c'était plus facile aussi, ça aidait beaucoup plus les gens à apprendre à faire d'autres types de palettes que de faire, je sais pas moi, 5000 palettes toujours la même dans la semaine. Là, il y a zéro intérêt pour moi. Moi, au fil du temps, je pense que c'était le service qu'on a donné et l'échéancier. J'ai fait 25 ans de production, je te l'ai dit, puis je suis quelqu'un qui overbook jamais. OK. Moi, je préfère attendre un client puis de le faire rapidement que de me dire que je t'ai enterré. Ça fait que c'est impossible. Alors, j'ai appliqué cette philosophie-là, puis ça fonctionne très bien. On est parti, on avait 10 clients, on en a 70. Oh, d'accord. C'est pas des gros clients, mais c'est toujours répétitif. Pour certains, je suis un dépanneur de palettes. Je leur ai dit toujours, je suis pas capable de te produire, mais quand on a besoin, je vais être là. Alors, on peut pas mettre de pression de production sur nos gens. Le matin, je sais pas combien je vais en avoir. On peut être 18, mais je peux en avoir 3 qui rentrent, 4 autres qui vont rentrer, mais qui sont malades et qui sont en retard. Ouais. Fait que je sais jamais. Il a fallu que j'établisse. Le premier, c'était quoi ma capacité de production? Il a fallu prévoir une flexibilité. Oui, pour donner l'intérêt qui était primaire, c'est d'enseigner puis de les aider à retrouver le marché du travail. Donc, on définit quoi comme temps de travail? Je suis arrivé que c'est à peu près 27 heures dans une semaine. OK. Mais sur le 27 heures, il faut penser que c'est des gens qui sont éloignés du marché du travail. Donc, ils n'auront jamais la production d'une personne en 1 heure qui continue à travailler du matin au soir, qui fait le même travail. Ouais. Alors ça, c'était ma réalité d'adaptation. Elle n'était pas facile dans ma tête, mais c'est quelque chose qu'on concerne bien maintenant. Puis c'est pour ça, d'où ne pas prendre trop de commandes pour ne pas arriver à les livrer. Ça met de la pression pour des gens qui en ont déjà eu toute leur vie. Puis justement, une entreprise d'économie sociale, c'est comme n'importe quelle entreprise, ça doit viser une certaine rentabilité. Absolument. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier ça avec l'insertion sociale et la rentabilité de l'entreprise? Tous les gens qui travaillent, il y a une partie subventionnée. Les employés en formation sont subventionnés 100% au salaire minimum.
Donc, à partir de ce moment-là, il y avait tous les frais secondaires de l'entreprise qui étaient là, qui disaient OK, faut le loyer, il faut l'électricité, il faut acheter le bois, où on a vécu des jobs de fou avec la pandémie, on s'entend. Alors, il faut naviguer dans tout ça. Puis, à un moment, je pense que j'ai réussi à établir, je dirais, un prix moyen entre ce qu'on était capable de produire, ce qu'on était capable de vendre, sans penser qu'on n'arriverait pas à faire du développement. Okay. Parce que moi, je voulais qu'il reste de l'argent pour continuer à développer. C'est un but non lucratif. C'est pas pour moi. J'ai pas choisi ça comme fin de carrière. J'aurais pu trouver des métiers beaucoup plus payants que ce que je fais là. Mais ça, c'est pas un problème. C'est moi qui l'ai choisi. Et puis, cette partie-là, pour moi, elle est super intéressante. On a réussi à rentabiliser l'entreprise. On y est maintenant. Et puis, on peut mettre des projets en activité. J'avais des rêves de jardin que j'ai fait. J'ai réalisé plein de choses. Bien, c'est ça me ramenait à votre objectif de mettre le sourire dans le visage des gens. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Moi, je pense que j'ai réussi. Je pense que les gens viennent maintenant travailler, puis on essaie qu'ils soient heureux. On a essayé de mettre beaucoup d'emphase sur la facilité de travail. On a fait aussi des partenariats avec Moisson Laurentide pour la nourriture, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger ici, ils ont des repas, sont faits, ils peuvent emmener de la nourriture chez eux. Et puis Moisson Laurentide, c'est votre voisin. C'est notre voisin. Mais à côté de ça, je leur ai demandé que 2 fois par année, on a les levées de fonds qu'on fait pour Moisson, mais 2 fois par année, on donne un montant par nombre de palettes qu'on fait. OK. Fait que ces mois-là, j'exige qu'ils travaillent fort pour se rendre compte qu'à Moisson, je trouvais qu'on était une entreprise aussi. Donc, il fallait redonner. Puis, je voulais qu'ils soient conscients que 10 cents par palette, c'était important pour remettre un chèque à Moisson. Ça donnait un sens aussi. Alors ça a été intéressant. C'était intéressant. Puis, généralement, c'est des beaux mois. Ben oui. Puis vous, le sourire, vous l'avez le matin quand vous venez travailler? Moi, tous les matins, je pense que vous pouvez demander à tout le monde, moi, je suis présent tous les matins. Je les connais tous. Je les regarde, puis je sais si ça va pas bien, si ça va bien. Et puis, je pense que cette partie-là, pour moi, elle est réussie. Parce que leur donner un sourire, il faut d'abord que moi, je l'ai. Ben oui. Si moi, je suis pas heureux à faire ce que je fais, je serais plus là. Parfait. J'ai des défis permanents, puis ça, c'est fantastique. Jean-Paul, là, on est dans un endroit vraiment particulier qui, au-delà de la palette, on est où présentement? Présentement, on est dans l'atelier de chez Palette FGL. C'était un des projets que j'avais. Premièrement, il fallait répondre à une demande de préparer des gabarits, des choses dans l'entreprise qui nous servaient usuellement. Deuxièmement, on a vite vu que ça créait beaucoup d'enthousiasme chez les participants. Tous ces bouts de bois-là, les outils qu'on a acquéris au fil du temps. Puis, ça a développé beaucoup de projets dans la tête des gens. Même souvent, ils réalisent un de leurs projets à la fin du parcours. On laisse plus de temps qu'ils viennent faire un meuble ou quelque chose pour eux. Alors ça, au fil des temps, c'est sûr qu'on a acquis beaucoup d'outils maintenant. Moi, je suis très fier de l'atelier. On n'est pas rendu où on voudrait, mais chaque pièce a été faite par des participants. Bien justement, parlons-en de la formation. Qu'est-ce qui est couvert? Qu'est-ce qui est touché dans un parcours d'insertion? La première des choses qu'on essaie de travailler, premièrement, c'est la présence. Parce que on peut pas travailler avec eux s'ils sont pas là. On n'est pas des sauveurs, on est des gens qui aident. Alors moi, je peux pas rien faire quand ils sont dehors d'ici. C'est qu'ils arrivent à être ici. On a aménagé les horaires beaucoup pour qu'ils puissent, les premières semaines, avoir plus de temps. On commence plus tard, on finit plus tôt, pour être sûr qu'ils puissent être là. On n'oublie pas que certaines personnes là-dedans, ça fait 5 ans des fois qu'ils n'ont pas travaillé. Donc, travailler debout physiquement dans une entreprise, c'est difficile. Les gens oublient souvent ça. Le physique a beaucoup d'importance. On peut s'imaginer qu'ils ont aussi beaucoup de défis différents qui font en sorte que c'est un réel défi que d'arriver à l'heure le matin. On a un problème majeur souvent chez Palette, c'est qu'on est éloigné. Donc, le transport est toujours un enjeu. Ici, le transport. On imagine le transport en ce moment, où il faut qu'ils fassent 4 km pour arriver à pied, s'ils arrivent à l'autobus ou au train. Puis, on imagine le défi quand c'est l'hiver. C'est encore plus compliqué. Alors, ça reste toujours un enjeu. On a mis au point de payer leur transport pour qu'ils soient là. Puis, c'est sûr que eux, chacun est différent. C'est 20 parcours, 20 problèmes différents ou 20 solutions différentes.
Il y en a qu'on veut rendre là, il y en a qu'on veut rendre là, puis il y en a qu'on veut rendre les deux ici. Il faut s'adapter à chacun d'eux. Ça, c'est la plus grosse des difficultés, je pense. Est-ce qu'il y aurait une fausse idée qui circule sur c'est qui vient ici comme participante? Moi, je pense que oui, pour plein de gens, c'est des gens qui sont issus du milieu carcéral. Puis c'est pas ça. Oui, il y en a, mais ça peut être une personne en difficulté qui a 55 ans qui trouve pas du travail. Ça peut être un jeune gamer de 18 ans qui, lui, il passe ses journées dans le sous-sol à jouer, puis il a aucune idée c'est quoi le marché du travail. Ça peut être quelqu'un qui a eu un problème de vie en plein milieu de sa carrière à 37 ans, puis il se retrouve ici parce qu'il y a des problèmes. Ça peut être des gens avec de la difficulté aussi, ça peut être consommation, ça peut être boisson, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, tout d'un coup, fait une pause dans sa vie puis se dit « Je pourrais m'orienter vers quoi? J'ai besoin juste d'une pause et d'être avec des gens qui vont peut-être me guider ou me recentrer sur quelque chose que je veux faire. » Au lieu d'être toujours dans la productivité intense, tu n'as pas cet espace-là pour te redéfinir. Non. Moi, je voulais vraiment que la productivité, on en a besoin, ça fait partie intégrante, puis ils en ont besoin. Moi, j'ai besoin de les tester en production, j'ai besoin de mettre de la pression des fois pour leur dire en situation, vous allez vivre ça. Je suis quelqu'un qui le fait beaucoup, je suis quelqu'un qui est capable de dire aussi, si vous avez fini ce contrat-là, ben, à midi, on s'en va à la place de 13h30. Alors, ça crée toujours une chimie, un engouement, un dépassement de soi que les gens n'ont pas toujours, ils ne pensent pas. Fait qu'on a plein de petits items comme ça, mais les gens sont vraiment issus de tous les milieux. Puis l'image de dire, OK, on vient juste d'un endroit, non, c'est pas ça. On a des parcours de vie qui sont très différents. Puis certains, quand on les connaît, on se dirait, peut-être si on avait été à leur place, on aurait eu le même parcours. Alors ça fait que je pense que cette partie-là est importante. C'est quoi la charpente des projets futurs ici chez Palette FGL? J'avais un rêve, c'était de créer des jardins autour de l'usine. Souvent, on envoyait les gens fumer pour les faire respirer. Moi, je préfère les voir désherber. Récolter aussi? Récolter, mais ça a été l'autre partie. On s'entend que ça a été plus long que prévu, cette partie-là aussi. Les moyens, il faut avoir les moyens pécunier et physique de le faire. On a réalisé un petit bout cette année. Mon rêve, c'était que chaque finissant, je plante un arbre fruitier. Je voulais qu'il rapporte l'arbre. On est rendu, on en a 45 de plantés, plus plein de petits arbres fruitiers, le jardin aux petits fruits dehors. Bon, des projets un peu fous, tu en veux, j'en ai plein. J'aimerais savoir une serre annexée vraiment qu'on puisse aussi travailler l'hiver. Et je sais que la bâtisse, elle a peut-être 20 ans, donc il va falloir faire le toit. Alors pourquoi pas que le toit soit vert avec des ruches en haut? Ça, ce serait vraiment un projet fou. Mais je l'ai, mon CA est au courant que le projet il fait partie de. Je pense qu'il y a des moyens de le réaliser. Alors tu vois, la partie palette ne prend pas toute la place. La palette a été vraiment pour moi une structure financière. Je me disais qu'en la gérant bien, elle pourrait nous donner tout le temps de faire les projets à côté. Parce qu'une entreprise d'économie sociale a toujours le problème qu'on a à la fin, c'est une question de finances. On a des ambitions, on n'a pas les moyens. Est-ce que je suis capable de développer des moyens financiers moi-même pour faire aboutir mes projets, tout en étant toujours partenaire avec la commission scolaire et Service Québec? Oui, on est capable. Je pense qu'on est en train de le réaliser. Alors, cette partie-là va nous ouvrir plein de possibilités de projets. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans la restauration. Je vois toutes les denrées qu'on a de chez Moisson. J'aimerais à un moment peut-être faire un volet cuisine là-dedans. Écoute, c'est pas les projets qui manquent, c'est probablement dans le temps. Mais moi, ce que je me dis, c'est, OK, est-ce que je peux lancer des projets, puis aider les futurs, créer des gens qui vont me remplacer, puis les lancer dans une voie comme ça? Je pense que j'aurais accompli ce que j'ai envie si j'arrivais à aider les gens à prendre la relève dans la continuité. Ça, ce serait un de mes projets. Puis je vais être là comme support, même si je ne suis pas là à travailler, je peux être là comme support. Bien, bravo à toute l'équipe. En tout cas, déjà, on voit que vous faites un travail colossal, puis de plus en plus verdoyant aussi. Oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et nous, on s'éclipse vers Atelier Éclipse. On est
chez vous à l'atelier Eclipse, mais corrigez-moi si je me trompe, ici, c'est pas un atelier, là. Ben non. Okay. On est une ressourcerie de ce côté-ci. Alors, on traverse le stationnement et hop, on change complètement d'univers. Alors ici, c'est la ressourcerie. Derrière, il y a un centre de tri où on récupère. En fait, on est un lieu solidaire, un lieu où on recircularise les biens donnés. Donc, il y a quelques années, on s'était rendu compte sur le territoire, les organismes du milieu, que les biens sortaient de la communauté alors que, ben, on en a besoin. Hein? Et donc, ça répond à un besoin auprès de la communauté qui peut venir à faible coût s'équiper, se vêtir, mais également on soutient les organismes et on en profite pour aussi accueillir à l'intérieur de cet univers-là un programme d'alternance travail-études où on travaille avec des jeunes de 30, mais ils ont particulièrement plutôt 16-21. De façon générale, on en a accompagné 87 depuis 2020, mais on est installé ici depuis 21. OK. Mais ça, est-ce que ça fait partie de vos plateaux de travail? Oui, tout à fait. En fait, c'est en entreprise d'insertion, l'objectif, c'est d'avoir un espace où venir expérimenter quelque chose de positif sur le plan professionnel, mieux se connaître son profil, où sont ses forces, parce qu'on en a tous. Où sont peut-être les choses où ça coince et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on se projette. Puis, on est accompagné avec une équipe intervention, une équipe conseiller en emploi et un parcours qui est bien structuré. Ici, dans le programme Alternance Travail-Études, il y a une salle de classe directement sur place. Donc, c'est de la formation académique en avant-midi. En après-midi, les gens sont en poste de travail et ils sont qualifiés d'un métier semi-spécialisé à la fin de leur parcours qui est qualifiant, en fait, qui reconnaît des compétences et des connaissances développées dans différents secteurs là, de travail. Quel métier vous abordez ici? Bien, manutention, tout ce qui est marchandisage, tout ce qui est aussi service à la clientèle, le tri. Parce qu'il y a vraiment aussi tout un processus de contrôle de qualité là, qui s'opère à cette étape-là, cette opération-là. Alors, il faut vraiment être capable de bien catégoriser, bien structurer là, les opérations. Donc, on va beaucoup travailler aussi sur la connaissance des autres plateaux de travail. Ça nous permet d'avoir un petit, je dirais, 360 œil sur l'entrepreneurship. On trouve tout le temps ça intéressant d'investir ces connaissances-là pour comprendre en milieu de travail quels sont les différents enjeux. Puis ça, c'est ici, mais vous avez de l'autre côté aussi l'atelier à proprement parler qui développe d'autres compétences. Tout à fait. En fait, à l'atelier de coupe et confection, là, on va travailler, les différents postes sont à la coupe, au contrôle de la qualité et à la confection. On va travailler l'assemblage. Donc, on travaille en approche d'optimisation d'opérations, un peu comme ici. On travaille avec des méthodes, par exemple, Kaizen, où on va avoir vraiment développé la méthodologie de travail pour être efficace et tout ça, ces apprentissages là, ça importe évidemment dans le prochain travail parce que l'objectif, c'est de transiter soit vers les études ou vers l'emploi. Donc, l'année passée, là, 19 entreprises de la région ont embauché nos finissants de la cohorte qu'on suit par la suite. Là, de l'autre côté, le programme préparatoire à l'emploi, c'est un parcours d'à peu près 6 mois très structuré en développement d'employabilité et donc un suivi par la suite là, de 24 mois. Donc, ça fait, l'année passée, on a, dans nos services, là, on a accueilli, servi, accompagné 123 personnes. D'accord. Oui. Et plus l'alternance travail-études, une autre trentaine, là, donc on est à peu près à 150, là, avec quand on inclut le suivi de 2 ans. De ce qu'on a vu plus tôt chez Palette FGL, où est-ce que les gens travaillent le bois dans l'imaginaire collectif, je pense qu'on associe ça à plus un métier masculin. Vous, avec un atelier où est-ce qu'on fait de la couture, que c'est plus, encore une fois, on associe ça à un métier plus féminin. Est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, je dirais que ça joue au niveau de la division sexuelle du travail. Les gens... mais nous, on y va plus par profil. Donc, on ne part pas de on est qui comme humain. On part de c'est quoi mes intérêts, mes forces, ce que je souhaite développer comme compétences. Il y en a qui vont préférer dans leur bulle, c'est un travail
de coordination qui demandent de la dextérité. Les bougeux, ils sont un petit peu moins heureux dans ce type de travail-là. Ils sont plus dans leur corps, ils ont besoin de bouger. Ils vont être plus heureux dans des postes à la manutention ou dans les postes où ça nécessite un petit peu plus de mouvement, de déplacement, d'entretien, par exemple. Donc, d'additionner la ressourcerie, ces 2 dernières années et demie, ça nous a permis de déployer notre offre pour correspondre à différents profils aussi en développement d'employabilité. Merci beaucoup, Manon. Donc, moi, je vais profiter d'être ici. Je pense que je vais aller changer ma garde-robe. Pendant ce temps-là, Geneviève traverse de l'autre côté avec votre collègue Pascal. Certainement. On va faire le tour de vos installations à l'atelier Eclipse. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir dans l'atelier. C'est un grand plaisir. C'est un très grand plaisir parce que l'atelier ici, c'est là qu'est le cœur de l'entreprise, en fait, qui a été débuté en 1999. Donc, au début, c'était un petit atelier de couture tout petit. Et dans le fond, il s'est déployé. On a grandi avec le temps. On a conçu notre ligne de produits. Donc, on a créé cet atelier, ces plateaux de travail pour accueillir des personnes, dans le fond, pour pouvoir réaliser des défis. Autant pour l'atelier que pour eux-mêmes personnellement. Merveilleux. Puis en termes de produits, qu'est-ce qui se crée là, en ce moment tout autour de nous? On a fabriqué beaucoup de sortes de produits différents. Au début, on était sous-traitant, donc on faisait exclusivement les produits des autres. Ça pouvait être des vêtements, certains vêtements, des chandails. On a fait des robes, on a fait toutes sortes de produits, beaucoup de sacs. Présentement, dans le fond, ce qu'on a, c'est 2 lignes de produits. Une ligne qui est destinée à la petite enfance et une ligne de produits éco-responsables fabriqués à partir de matières recyclées. Donc, c'est une belle circulation de ressources qui se fait, tout à fait. À travers tout ça. Et là, on a une 2e station à aller voir, si je comprends bien. Effectivement. On pourrait aller, dans le fond, dans la station de découpe. C'est là, dans le fond, qu'on reçoit les commandes. C'est là aussi qu'on les prépare. Donc, nos produits de petite enfance et les autres produits aussi. Allons-y. Ici, c'est le début de la fabrication. C'est-à-dire que la chef d'atelier va recevoir toutes les commandes, va les analyser, les passer, dans le fond, à la découpe, toute la préparation de la commande. Donc, on prépare les fournitures, on prépare le tissu, on coupe à la scie en volume. C'est ici qu'on fait la ligne de produits Luciole. La ligne de produits Luciole, elle est destinée au CPE, dans le fond, à travers la province. On l'a créé pour pouvoir être travaillé en installation, utilisé en installation, donc des bavettes, tout ce qui est textile, bavettes, draps, sacs, une ligne de produits, dans le fond, destinée pour être solide et pour être lavé souvent et pour être utilisé, dans le fond, de façon pas industrielle, mais intensive, effectivement, oui. À l'épreuve de beaucoup de choses. Oui, exact. Oui. Et puis, vous avez combien de clients CPE comme ça? Je dirais à travers la province, près de 600. Des CPE, des services de garde en milieu familiaux, donc qui commandent directement sur notre site Internet, donc luciole.québec. Ils peuvent trouver, choisir leurs produits, nous commander ou nous téléphoner tout simplement, bien sûr, pour pouvoir choisir ou développer des choses pour eux. Ça nous arrive aussi. Puis comment ça vous est venu, cette idée de desservir cette clientèle-là particulièrement? En fait, c'est à la création des centres de la petite enfance. Il y a eu une coopérative qui s'est créée, la coopérative William, et on s'est intégré à cette coopérative-là pour venir supporter ou pour venir aussi offrir des produits textiles dont ils ont besoin, en fait. Mais c'est vraiment des collaborations très riches. Tout à fait. En lien avec la communauté. Là, je pense qu'on a une 3e station à aller voir. Effectivement. Allons-y. Ici, c'est la station la plus importante, le poste de contrôle de la qualité, conçu pour, dans le fond, vérifier toutes les petites erreurs, vérifier toutes les coutures, s'assurer que le produit est parfait pour que le client reçoive un produit de qualité. C'est vraiment intéressant aussi d'amener cette vision-là pour les gens du grand public que l'entreprise d'économie sociale ne fait pas d'économie sur la qualité. Effectivement. En fait, au fil du temps, on est reconnu pour notre bonne qualité, notre qualité de confection. Souvent, je vais recevoir des photos, je vais avoir des commentaires de clients qui ont acheté quelque chose depuis, mettons, 6-7 ans et la couture est encore bonne. C'est sûr, c'est un petit peu usé le tissu, mais la couture tient. Donc, on met vraiment l'accent
sur la rigueur. On fait des produits simples, mais qui vont durer longtemps. Est-ce que vous aimeriez voir le résultat? Avec grand plaisir. On fait des produits comme des draps, dans des belles matières colorées, des bavoirs, des dossards, des couvertures, dans le fond, tout ce qui est textile. On a aussi ajouté une petite ligne avec des produits faits de bannières publicitaires recyclées qu'on appelle notre produit Espace Jardin. Pour les CPE aussi. Pour les CPE aussi, oui. Donc, toutes les matières, dans le fond, qu'on ne se sert pas pour développer des produits, qui sont, exemple, des matières blanches, on s'en sert pour créer des tableaux de clôture. Puis ceux qui sont belles, colorés, on s'en sert aussi pour faire des petites jardinières. Ça doit être magnifique de voir ça, ces petites pousses à l'œuvre. Tout à fait, oui. Ici, on a nos produits fabriqués à partir de bannières publicitaires recyclées. Donc, ces produits-là, cette matière-là, elle est faite très solide. Elle est faite pour ne pas pourrir, elle est faite pour durer très longtemps. Donc, elle n'est pas recyclable, elle n'est pas compostable. Il y en a beaucoup de matières plastiques, de vinyle, des polyvinyles, dans le fond, qu'on ne peut pas recycler, dans le fond, défaire et refaire. Donc, nous, ce qu'on fait, on les récupère, on les nettoie, on les choisit, on en place et on fait l'assemblage, dans le fond, au niveau des couleurs, tout ça, pour pouvoir donner un produit de qualité, un produit qui va être original aussi. Dans les produits populaires qu'on fait avec cette matière-là, on fait le sac de commission, le sac d'épicerie. On peut voir ici un exemple d'un sac fabriqué à partir d'une bannière publicitaire. Donc, la STL nous envoie leur bannière, on les nettoie, on fabrique des sacs avec. Et puis, vos clients, justement, c'est qui? En fait, nos clients, c'est beaucoup aussi les corporations comme Hydro-Québec, comme Via Rail, comme exactement la STM, Ville de Montréal, Ville de Saint-Jérôme, bien sûr, qui veulent, eux, recycler leur matière. Plusieurs vont offrir des produits à leurs employés pour montrer, dans le fond, qu'ils sont, pour donner l'exemple, et montrer, dans le fond, qu'ils sont éco-responsables et qu'ils sont consciencieux. C'est vraiment un beau tour du jardin qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Alexandre, moi, là, aujourd'hui, il y a plein de belles choses qui m'ont marquée. Arrête donc! Ben oui! Comme, par exemple, je suis vraiment heureuse d'avoir vu à quel point les personnes qui participent à des plateaux de travail vivent plein de belles réussites dans leur cheminement. Puis en plus, ils font vraiment des bons produits. Effectivement. Puis c'est ça l'importance aussi de soutenir les entreprises d'insertion sociale pour leur permettre justement de garder cette variété de plateaux de travail-là, puis de permettre aux participantes puis aux participants de sortir de ce processus-là avec un coffre à outils bien garni pour faire face à ce qui les attend. Parce que la vie, c'est bien le fun, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde. Oui, beaucoup de défis. Donc finalement, c'est des produits de qualité qui s'adressent à tout le monde. Nous, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt!